Bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous de la retraite. Nos spécialistes reviennent sur les sujets phares qui ont fait l'actualité. La retraite à 60 ans, comment s'y prépare-t-on? Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Nathalie Lenozé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable juridique de Gann Prévoyance. C'est ça. Très bien. À vos côtés, Olivier Brunet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un grand habitué de ce plateau. Vous êtes rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. C'est ça. Bienvenue à tous les deux. Alors, on va commencer par l'actualité de la semaine. Selon une étude d'Accenture, mais on va pouvoir le voir, il y en a eu d'autres aussi, près de 80% des Français se disent inquiets quant à leur situation financière à la retraite. Quels sont les motifs d'inquiétude au-delà de la conjoncture actuelle, bien sûr, de crise et de ce climat? C'est assez simple. Je crois que les Français, depuis la réforme des retraites de 2010, ont pris vraiment conscience du déficit des régimes de retraite. Ils ne sont pas équilibrés. Et forcément, on peut se poser des questions, tout un chacun, sur le financement de sa propre pension de retraite de base à l'avenir. Et les Français s'estiment peu préparés justement à cette retraite. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, toutes les études le montrent. Quasiment un Français sur deux ne s'y est pas préparé. C'est très paradoxal. On a une inquiétude, ok, mais on ne s'y prépare pas. Il y a beaucoup de raisons à cela, mais j'ai envie de vous en citer une. Je crois que les Français sont complètement perdus pour préparer leur retraite. Il y a beaucoup de solutions qui sont possibles, des solutions dédiées, des solutions qui ne sont pas du tout adaptées. Il y avait une étude de Deloitte, par exemple, qui montrait qu'il y avait une vingtaine de solutions possibles et envisageables. Et du coup, voilà, les Français sont un peu perdus. Totalement perdus. Exact. Nous passons maintenant à notre dossier. Pour préparer notre retraite, grand nombre d'entre nous s'interrogent sur le meilleur bénéficiaire qui percevra le capital décès. Tout d'abord, en ce qui concerne l'assurance vie, peut-être, Monsieur Brunet, vous pouvez nous rappeler quelle est la fiscalité en vigueur? Alors, l'un des principaux avantages de l'assurance vie, on le désigne en tout cas souvent comme cela. Donc, le principal avantage est le suivant. Vous avez un régime dérogatoire en termes de fiscalité sur la transmission du patrimoine. De quoi s'agit-il? Vous pouvez transmettre sans payer de droits jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Il faut bien insister, c'est par bénéficiaire, ce n'est pas 152 500 € qu'on répartit entre tous les bénéficiaires, c'est bien par bénéficiaire. Voilà. Donc ça s'applique à tous les versements qui ont été effectués avant 70 ans. Ensuite, pour les versements après 70 ans, vous avez un autre abattement qui est plus faible. Il est de 30 500 € et cet abattement s'applique pour tous les bénéficiaires. Donc, ça veut dire que les 30 500 €, si vous avez deux bénéficiaires, vous le divisez en deux, ainsi de suite. Très bien. Que préconisez-vous par rapport justement à la clause bénéficiaire? On va préconiser différentes choses. La première chose, c'est qu'on va tenir compte de la fiscalité. C'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas avoir un seul contrat, on va en avoir un où on va centraliser les versements avant 70 ans, puis un deuxième où on fera des versements après 70 ans. Pourquoi? Parce qu'on va tenir compte justement de la fiscalité à laquelle les bénéficiaires sont assujettis pour désigner au mieux les bénéficiaires sur les contrats. Si je veux désigner quelqu'un qui risque de supporter une fiscalité forte parce que c'est quelqu'un qui est éloigné en termes de famille par rapport à moi, voire quelqu'un qui est tiers à ma famille, bien je le mettrai plutôt sur le contrat souscrit avant 70 ans pour qu'il ait cet abattement de 152 500 pour lui-même. Si c'est quelqu'un, par exemple mes enfants ou mon conjoint qui est plus proche de moi et qui donc sera moins fiscalisé même sur un contrat après 70 ans, parce qu'il va récupérer ses abattements successoraux, je peux le mettre bénéficiaire d'un contrat après 70 ans. Il faut vraiment réfléchir à la rédaction de sa clause bénéficiaire parce que c'est important. C'est ce qui va fonder en fait le contrat et c'est ce sur quoi l'assureur va se fonder pour régler les capitaux en cas de décès. Si une clause est mal rédigée, si on ne la comprend pas, eh bien, ça remet en cause un petit peu la rapidité du règlement du sinistre. Et puis, ça peut être source d'ambiguïté et donc de mauvais règlements. Et alors, faut-il aller justement plus loin que la clause type qu'on peut effectivement nous présenter dès le départ? Alors, la clause type, elle est censée être type, c'est-à-dire s'intégrer au maximum de cas. C'est vraiment du cas par cas. Je crois qu'il faut se poser
et s'interroger. Qui j'ai envie de faire, qui j'ai envie de désigner comme bénéficiaire? Est-ce que je souhaite que ce soit mon conjoint? Est-ce que je souhaite que ce soit mes enfants? Si je ne suis pas mariée, par exemple, je ne vais pas utiliser une clause type mon conjoint parce qu'il faut qu'il y ait un vrai lien marital, donc le mariage devant monsieur le maire, pour que j'utilise cette dénomination. Et donc il faut que je m'interroge, je vais désigner une première personne et s'il arrive quelque chose à cette personne, eh bien qui seront les suivants? Est-ce que si les enfants sont les suivants, il arrive quelque chose à l'un de mes enfants, est-ce que je prévois la représentation, c'est-à-dire le fait que les propres enfants de mon enfant viendront substituer à lui, ou non? C'est vraiment une réflexion à mener par rapport à soi-même, par rapport à ses objectifs, par rapport à ses souhaits. Et c'est une réflexion à mener souvent, parce qu'on ne doit pas se cantonner avec une clause bénéficiaire qu'on a choisie à la souscription. Il faut vraiment la faire évoluer, la faire vivre au fur et à mesure des aléas de la vie, et puis de son évolution personnelle et professionnelle. Ce que dit Nathalie est très important, il faut bien souligner cela. Il faut avoir à l'esprit qu'une clause bénéficiaire n'est pas inscrite dans le marbre, elle peut évoluer dans le temps en fonction des aléas de la vie. Encore faut-il le savoir et penser à le faire, mais je crois que c'est assez fondamental. Est-ce que justement cette réflexion, vos clients l'ont eu avant ou est-ce que vraiment ce sont des questions qui se posent justement au moment où ils vont souscrire? En fait, souvent quand on souscrit pour soi-même, c'est-à-dire qu'on va commencer par souscrire pour soi, pour se constituer une épargne, pour un projet, pour la retraite, pour des tas de raisons. Et puis, quand l'assureur vous pose la question de votre clause bénéficiaire, vous n'y réfléchissez pas forcément et vous contentez souvent justement de cocher une case. Il faut y revenir, il faut interroger l'assureur, se poser des questions en fonction de sa situation patrimoniale et familiale, se dire mais est-ce que finalement c'est le bon choix? Si je désigne telle personne et qu'elle n'a pas besoin des capitaux, qu'est-ce qu'elle en fait? Est-ce qu'elle est obligée de les prendre? Ben non, on n'est pas obligé de prendre les capitaux. On peut renoncer aux capitaux pour que ça passe au suivant, par exemple. Donc il y a beaucoup de questions à se poser. C'est une vraie réflexion à mener. Il faut penser non seulement à son décès, mais aussi au décès de son bénéficiaire. Voilà, exactement. C'est quand même, oui, c'est pas toujours facile, j'imagine, de parler de tout ça en famille. Non, c'est une réflexion qui n'est pas simple à mener. Ouais, donc c'est une réflexion effectivement à mener soi-même et en fonction de sa propre situation, de ses désirs, etc. Éventuellement en parler à ses proches. Il s'agit quand même de préparer la transmission du patrimoine, c'est important. Alors, le PERP, Plan d'épargne retraite populaire, vous pouvez peut-être nous expliquer, Monsieur Brunet, un petit peu comment il se présente, pour un bref rappel? C'est un contrat d'assurance qui vous permet finalement d'épargner pour votre retraite. Vous épargnez avec un avantage fiscal à la clé au moment de vos versements. Si vous regardez bien sur votre avis d'imposition, vous avez une ligne qui vous donne un plafond dans la limite duquel vous pouvez faire des versements et ces versements en fait bénéficient d'avantages fiscaux. Par contre, à la sortie du contrat, vous êtes obligé de sortir en rente au moment de votre départ à la retraite. Les Français ont peu d'engouement pour ce plan. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, c'est le mécanisme des rentes qui est assez mal connu et assez mal perçu par les Français. En fait, je crois qu'on a tous une tendance à se dire qu'on veut des capitaux pour la retraite, certes, mais on le veut en capital parce qu'on se dit que si on a besoin des capitaux avant l'âge de la retraite, on veut pouvoir les récupérer. C'est la contrainte du PERP, c'est la même chose pour Madelin, pour les TNS, c'est-à-dire qu'on va immobiliser petit à petit des versements dédiés à cette retraite et si on a des besoins, on ne peut pas les récupérer avant terme. Le jour où on part à la retraite, on ne récupère pas un capital, on récupérera bien une rente. Et toute la mécanique, c'est de se dire que cette constitution de rente, elle devient indispensable, avec l'évolution que rappelait tout à l'heure Olivier, sur les mécanismes de retraite. Et donc, c'est consentir finalement à effectuer des versements, peut-être pour avoir des revenus à vie, plutôt que de parler de rente viagère, qui est toujours une terminologie un peu particulière. Le PERP est complémentaire à l'assurance vie, parce que voilà, vous n'avez pas tout à fait le même mode de fonctionnement. Et juste une précision, effectivement, Nathalie parlait du contrat Madelin et des TNS, donc TNS, travailleurs non salariés. Le contrat Madelin, c'est quelque part une forme de PERP, mais qui lui préexistait et qui a un peu le même mécanisme. Vous avez des avantages fiscaux lors des versements. Et par contre, vous êtes tenu de sortir donc en rente au moment de la liquidation des droits à la retraite. Donc c'est la même logique de rente. Et justement, pour ces désignations des bénéficiaires, comment ça fonctionne? C'est la même chose que pour l'assurance vie? Ce sont les mêmes questions qu'il faut qu'on se pose? Ce sont les mêmes questions qu'il faut se poser. Alors il y a une petite particularité, c'est qu'en général, quand on est sur des logiques
PERP ou Madelin, on est plus sur une logique d'avoir des revenus complémentaires au moment du départ à la retraite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait. Et aussi pour la déduction fiscale dont on bénéficie sur le coup. Donc on va souvent se poser plus une question de savoir à qui on va verser ces revenus complémentaires. Et donc on est plus sur des logiques de désignation bénéficiaire qui touchent des proches, en général le conjoint ou les enfants dans des rentes. Alors il faut se poser les bonnes questions aussi, c'est de savoir que le jour où on va percevoir cette rente parce qu'on a pris sa retraite, eh bien la rente sera réversible. Totalement ou partiellement en fonction des choix qu'on effectuera à ce moment-là, en sachant que si je choisis une rente totalement réversible, ou même partiellement, ça viendra diminuer mon montant de rente à moi, puisque l'assureur versera les capitaux, les rentes sur une durée beaucoup plus longue que s'il n'y a pas de réversion. Donc traditionnellement, c'est un peu différent de l'assurance vie parce qu'on va avoir des désignations bénéficiaires qui sont peut-être moins compliquées, qui sont plus dans une logique familiale de conservation de revenus. Peut-être pour conclure, la meilleure façon peut-être d'optimiser la rédaction des clauses bénéficiaires, c'est d'en avoir plusieurs. Donc d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie. Très bien. Alors on termine avec l'info pratique. Quelle est la fiscalité d'une rente viagère? Monsieur Brunet peut-être? Quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, vous faites des versements, vous n'avez pas d'avantages fiscaux quand vous faites des versements. Par contre, à la sortie, vous sortez en capital dans 95% des cas, 98% même. Et à ce titre, au bout de 8 ans en particulier, vous avez des avantages fiscaux très conséquents. Vous êtes taxé à 7,5%, mais seulement après un abattement de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple. Donc on a des avantages très conséquents. Par contre, sur les contrats en rente, la logique est un petit peu inverse. Vous avez un avantage fiscal à l'entrée, la fiscalité à la sortie est un petit peu différente. Mais je crois que Nathalie a des choses à vous dire là-dessus. Oui, je pense que pour la fiscalité attractive à l'entrée, c'est aussi une incitation à épargner pour soi et donc pour sa retraite, ce qui n'est pas inintéressant quand on l'utilise bien. Pourquoi pas? C'est un bon instrument. Pour la sortie, effectivement, sur les contrats type PERP Madelin, eh bien, on est fiscalisé, c'est-à-dire qu'on va récupérer une pension quelque part. Et donc, c'est fiscalisé au titre des pensions et des rentes qu'on perçoit. Et donc, on le déclare tous les ans quand on fait sa déclaration d'impôt sur le revenu. Et c'est assujetti au barème IRPP, donc d'impôt sur le revenu classique. Et donc, on paiera une fiscalité. Au titre des pensions et des retraites, on a droit à un abattement de 10% qui a été maintenu. C'est une des grandes interrogations dans les discussions de la loi de finances pour 2013. Mais finalement, cet abattement est maintenu. Il est plafonné, certes, mais il est maintenu. Donc, pas d'inquiétude sur le sujet, en tout cas pour le moment. D'accord, donc on ne va pas partir comme Gérard Depardieu en Belgique. Pas besoin. Tout de suite. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. On se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous de la retraite sur Décideur TV.